Une étrange prophétie. Histoire mystérieuse. Il était une fois un laboureur nommé Martin qui cultivait son champ à Galardon, en Beauce, non loin de Chartres. Martin était un bon époux, bon père, bon chrétien, sous le règne du bon roi Louis XVIII. « Écoute, Martin, dit le curé, es-tu bien sûr, mon garçon? La nuit tombe vite en février. Il a bruné toute la journée et le crépuscule était brouillardeux. Martin, souffle-moi dans le nez. Ma foi, non, tu n'as pas bu? Je ne bois jamais, monsieur le curé. C'est vrai, brave Martin. Mais tout de même. Les curés, c'est connu, ne croient pas aux miracles, sauf dans la Bible. Et ce que venait de lui raconter Martin, ça ne lui paraissait pas catholique. À l'abbé Lapéruque, car le curé de Galardon se nommait Lapéruque. Ce que racontait Martin, posément, c'était certes fort de café. Il était en train d'étaler du fumier de vache sur son champ, besogne prosaïque, quand un petit homme du temps de Louis XVI, un petit homme diaphane, en habit bleu, coiffé d'un haut de forme, lui était apparu. Le petit homme souleva poliment son chapeau et se présenta. C'était l'archange Saint-Michel. Il dit « Martin, va trouver le roi Louis XVIII à Paris et répète-lui tout ce que je vais te révéler. Il y va de sa vie et du sort de la France. Va, Martin !» Et fuite, le petit bonhomme en habit bleu s'évanouit dans les vapeurs d'épandage. « Et que t'a-t-il confié, ton petit bonhomme bleu, brave Martin ?»« Monsieur le curé, je ne le dirai qu'au roi, et à lui seul. » Que faire? L'abbé Lapéruque conduit son paroissien à l'évêché de Chartres. Monseigneur Charrier de la Roche les reçoit. Écoute Martin, et dit « Ah, bah, allons donc, tiens, et renvoie le laboureur à sa ferme, avec quelques louis que celui-ci refuse. Puis, Monseigneur réfléchit et avise le préfet d'Eure-et-Loir, le comte de Breteuil. On enquête sur Martin. Il est irréprochable, mais ne démord pas de son récit et du désir de voir le roi. Le préfet adresse un rapport au ministre de la police, le comte Élie Decazes. Un ministre de la police veut toujours en savoir davantage, et c'est ainsi que le laboureur, Martin, prend aux frais de l'État la diligence du 6 mars pour Paris, en compagnie d'un lieutenant de gendarmerie qui a mission de l'observer. À Paris, Martin et son gendarme logent à l'hôtel de Calais, rue Montmartre, faisant chambre commune. Martin priait beaucoup et confia que l'archange lui parlant depuis longtemps, il n'avait point été surpris de le voir paraître en habit bleu. Le Pandore et le laboureur attendaient des ordres qui tardaient à venir. Un matin, encore couché, Martin prévient le gendarme que l'archange fait causette. Le gendarme n'entend rien, ne voit rien. Il en conclut que Martin est bien fêlé, mais bon garçon. Enfin, on apporte une convocation à l'hôtel de Calais. Le comte Élie Decazes prie M. Martin de se présenter en son cabinet. « Martin, vous devez me répéter tout ce que vous a dit le petit homme bleu. »« Que non, monsieur le ministre, je ne le confierai qu'à sa majesté. » Là-dessus, monsieur le ministre fait incontinent conduire Martin à Charenton. Oh, il est bien traité à l'asile, bon lit, bon fricot. On veut seulement avoir l'avis de la faculté. Les célèbres aliénistes Pinel et Royer-Collard l'examinent. Il conclut, un peu bizarre, mais sain d'esprit. Somme toute, il a toute sa raison, plus des visions. Martin demeure à Charenton jusqu'au jour où parvient une missive de Monseigneur de Talleyrand-Périgord, aumônier du roi. Ordre d'élargissement et avis d'audience. Monsieur Martin, laboureur à Galardon, sera reçu par Sa Majesté le 2 avril 1816 en son palais des Tuileries. Et ce 2 avril, comme dans un conte, on vit un roi accueillir un laboureur.
Bonjour, cher Martin. Bien le bonjour, Majesté. Les voilà qui s'enferment tous les deux. Voilà 1 heure qui passe, une grande heure. Et voilà qu'enfin, le roi sort de son cabinet, les yeux rouges, à croire qu'il a pleuré. Faveur insigne, il raccompagne le laboureur jusque dans l'antichambre et lui murmure la voix brisée: « Martin, voici des choses qui doivent rester entre nous. » Et Martin rentre au pays où son odyssée a fait grand bruit. Mais Martin, lui, ne fait pas de bruit du tout. Il reprend sa charrue. Il ne dit plus rien à personne. Pas même à Madame Martin. De temps en temps, on voit des berlines dans les rues de Galardon. Des gens de qualité rendent visite aux laboureurs. Le temps passe. Louis XVIII meurt en 1824. Son cadet, le comte d'Artois, lui succède. C'est Charles X. Règne fâcheux. Nous voici au soir brûlant du 2 août 1830. Château de Rambouillet. On raconte que les combattants parisiens des 3 journées glorieuses marchent sur Rambouillet. La monarchie dispose encore de troupes fidèles. Il y a là, autour de la ville, 13 000 hommes, 5 800 chevaux, 400 canons. Que faire? Résister? Combattre? La nuit est venue, très chaude. Charles X, le vieux roi, ne dort pas. Soudain, il songe à ce laboureur, Thomas Martin, qui demeure non loin. Naguère, l'archange Saint-Michel lui apparut en habit bleu, avec un chapeau de forme. Et Louis XVIII le reçut longuement, voulut serrer la main que l'ange a touchée. Il paraît qu'il pleura en apprenant de Martin certaines choses. Il paraît aussi que ce Martin dit souvent: « S'il avait fait ce que je recommandais, la France serait paisible aujourd'hui. On n'a pas écouté Martin, et les malheurs accablent la monarchie. » Le vieux roi croit au merveilleux, il sonne. Il mande Monsieur de la Roche-Jacquelin. Quelques instants plus tard, l'aide de camp galope à Francs-Étriers vers Galardon. Non sans peine, il trouve la maison Martin. C'est l'aube. Il frappe longuement. Enfin, un bonhomme en chemise, pieds nus, ouvre. « Monsieur Martin, au nom du roi. »« Vous donnez pas la peine, dit Martin. L'archange m'a averti qu'on viendrait me consulter. J'ai la réponse. » Monsieur de la Roche-Jacquelin sur son cheval, Martin en liquette sur le perron. « Je vous écoute, monsieur Martin. » Charles X ne remontera pas sur le trône. Une main le repousse. Il n'a d'autre parti que sortir de France tout de suite. Le duc d'Angoulême et lui mourront à l'étranger sans avoir revu la France. Henri V ne régnera jamais. Martin referme sa porte. Monsieur de la Roche-Jacquelin repart pour Rambouillet avec ce triste message. Il le rapporte au roi. Le vieillard met la journée à se décider. Mais puisqu'une main le repousse, il abandonne. Il ne donnera pas aux troupes l'ordre de combattre les Parisiens. Et le soir du 3 août, le cortège royal s'éloigne de France par cette route de Maintenon que prit Napoléon voici 15 ans. Le laboureur a décidé du sort. Maintenant, comme il s'estime délié du secret, et comme il vieillit, et que la vieillesse est l'âge des aveux, Martin parle. Il parle beaucoup. Ce qu'il a dit entre 4 yeux à Louis XVIII, qu'il avait un jour en forêt tenté de trucider son frère Louis XVI. « Il n'y a que Dieu et moi qui sachions cela, Martin, » lui aurait répondu Sa Majesté le gosier sec. Et encore, il a dit au roi que Louis XVII existait, était vivant, et que le trône devrait lui revenir. « Prenez garde, sire, ne vous faites pas sacrer à Reims. Dieu se vengerait. Vous seriez frappé à mort pendant la cérémonie comme usurpateur. » Le roi aurait fondu en larmes et décommandé la cérémonie. Et Martin causait. On lui avait pourtant conseillé de se taire. Et les pèlerins commençaient d'affluer à Galardon pour rouir Martin qui prophétisait le règne du fils de Louis XVI.
Il ne prophétisa pas très longtemps. Lui, qui s'était tenu quoi si longtemps? Un matin, on le trouva mort dans son lit. 2 fois mort, paraît-il, empoisonné et étranglé.